Bonjour à toutes et à tous, je suis Nelly Panmuso, psychologue psychothérapeute, docteur en psychothérapie. Je suis également cofondatrice de Let's Talk, le service de psychologue en ligne. Si vous avez l'impression de rejouer toujours le même film amoureux, même élan au début, même silence ensuite, même fin qui serre, sachez que vous n'êtes pas seul. Ce n'est ni de la malchance ni votre destin. C'est souvent un mélange entre votre style d'attachement et quelques schémas précoces installés très tôt. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se travaille. Aujourd'hui, on va décoder le fonctionnement derrière ces comportements, les cartes d'attachement, les schémas. Je vous donnerai des petits tips concrets pour apaiser l'alarme, poser des limites et tester d'autres réponses. Et on finira par un mini questionnaire pour vous situer et choisir une ou deux actions simples pour la semaine. Prenons plusieurs exemples de patients en thérapie. On commence par Lina qui m'explique que dès que son copain ne répond pas, elle part en vrille. Elle me dit qu'au début de leur relation, c'était fou. Des messages tard, une grande complicité. Puis, il répond en pointillé. Elle essaie d'être cool, mais dès qu'il met 3 heures à répondre, c'est la panique. Elle envoie un message, un deuxième message, puis elle s'en veut. Elle a honte d'être trop. Alors, ce vécu de patient, je l'ai beaucoup entendu en thérapie. On parle ici d'attachement anxieux et de schéma d'abandon ou de carence affective. En fait, chez Lina, le système d'alarme s'allume très vite. Si son copain tarde à répondre, elle va l'interpréter comme s'il s'éloignait. Ce n'est pas être fragile, c'est un vieux réflexe de protection. Le cerveau cherche des signes de danger pour éviter l'abandon et finit par en voir partout. Petit conseil, si vous repérez ce fonctionnement chez vous, avant d'écrire un message, faites une pause de 10 minutes. Respirez, puis envoyez un message simple et non accusateur. Par exemple, « Dis-moi juste si tu es pris ce soir, ça m'aide à m'organiser. » Et proposez un cadre. On se dit nos disponibilités quand on peut. Avec ces messages, vous parlez de vos besoins et vous n'interprétez pas son silence avec vos peurs. Ce n'est pas agressif, ce n'est pas accusateur. Le dialogue n'en sera que meilleur. Passons à Paul, qui me dit en séance « Je n'arrive pas à rester longtemps avec quelqu'un. Dès que ça devient proche, je m'éteins. » Il m'explique que tout se passe bien, et puis il sent que ça se rapproche trop, alors il se braque, il a besoin d'air, il se noie alors dans le boulot, se disant qu'il n'est pas prêt. Mais au fond, il ne se comprend pas. Il ne comprend pas pourquoi il fuit et pourquoi ça se répète. Dans ce témoignage, on voit que Paul a appris à se protéger en mettant à distance. On parle d'attachement évitant. L'intimité réveille de vieilles alertes. Si je me montre, je serai déçu, je serai blessé. Alors son système coupe le son avant d'avoir mal. Si vous vous reconnaissez dans ce témoignage, essayez ce petit geste concret à faire avant de prendre la fuite. Restez 5 minutes de plus dans la conversation où vous auriez coupé court normalement. Nommez une émotion simple. Je sais, ce n'est pas très confortable. Par exemple, là, je me sens gênée, ça me fait un peu peur, c'est déjà de la proximité, sans vous trahir. On continue avec Emma qui m'explique « J'ai envie d'être collée et dès que c'est le cas, je fuis. » Emma rêve d'un lien fort, mais quand il est présent, elle étouffe. Elle s'accroche, elle teste, puis elle disparaît. Elle revient, elle a peur de le perdre. Elle repart car elle a peur d'être piégée. Pour Emma, son attachement est dit désorganisé. Pourquoi ? Parce que son attitude est ambivalente. La proximité avec quelqu'un représente un désir et un danger en même temps. Le corps avance et freine simultanément. Ce n'est pas de la mauvaise volonté ici. C'est un système qui a appris très tôt que l'autre pouvait à la fois rassurer et effrayer. Si cela vous parle, vous pouvez peut-être déjà essayer de fractionner. Fixer des routines prévisibles, des moments de contact, des règles de réparation après conflit. On se rappelle demain pour en parler 15 minutes par exemple. La répétition calme la peur et montre que proximité ne veut pas dire forcément perte de soi. On poursuit par Sarah. Sarah, c'est quelqu'un qui représente plein de gens avec qui j'ai travaillé en thérapie. Elle m'explique, je tombe toujours sur quelqu'un d'indisponible. Elle ne choisit pas exprès des personnes compliquées, mais bizarrement, elles sont toujours prises ou pas prêtes ou débordées, pas disponibles. Elle attend, espère, donne beaucoup, mais elle se sent vide. On peut imaginer ici que Sarah possède des schémas d'abandon et de carence affective, avec capitulation. Ça veut dire quoi concrètement ? On sait que le familier attire. Je ne compte pas assez pour être choisie. C'est une croyance que Sarah s'est forgée. Sans le vouloir, on va capituler devant ce schéma en choisissant des partenaires qui le confirment. Ça ne veut pas dire qu'on aime souffrir. Notre radar reconnaît ce qu'il connaît et ça rassure un peu quelque part. Ce schéma est fréquent.
Et si vous vous reconnaissez un peu dans celui-ci, essayez un petit geste concret. Au deuxième rendez-vous, posez une question de clarté. Qu'est-ce que tu cherches en ce moment? Si la réponse est floue ou incohérente ou trop belle, notez-la noir sur blanc et protégez-vous un petit peu. Passons à Hugo qui me dit « Si je ne suis pas parfait, on me quittera ». Du coup, Hugo donne beaucoup, organise tout, fait tout bien. Il m'explique que s'il se relâche, il se sent nul. Il teste beaucoup l'autre, il se met la barre très haut et il finit épuisé. Hugo manifeste ici potentiellement des schémas d'imperfection et de honte et met en place des exigences élevées et des contre-attaques. Sa petite voix dit « Pour être aimé, sois irréprochable ». Pour ne pas sentir la honte, on contrôle, on perfectionne et on étouffe le lien comme soi-même. Quoi faire si c'est votre cas? Appliquez la règle qui vous dit que 80% c'est suffisant. Ce n'est pas bâclé. Ou, sur une tâche cette semaine, time-boxer, vous décidez du temps, pas du parfait. Puis, arrêtez-vous quand le temps est écoulé. Son programme interne lui impose inconsciemment une croyance comme quoi ses besoins passent après. Dans ce cas, on pense protéger la relation et on s'efface jusqu'à ne plus se reconnaître. Enfin, parlons de Chloé qui dit oui à tout, puis s'en veut. Elle m'explique, au début, je m'adapte, je veux que l'autre soit bien, puis je me sens transparente, je bouillonne, j'explose, ou je me tais et je me fane. Ici, on peut comprendre son comportement grâce au schéma d'assujettissement. Si vous vous reconnaissez dans les mots de Chloé, commencez par tester une demande petite et précise. Par contre, pour cela, il faut déjà savoir se centrer sur ses besoins, s'écouter avant de pouvoir affirmer quoi que ce soit. Par exemple, vous pouvez dire « Samedi, j'aurai besoin d'une matinée tranquille. On se retrouve vers midi ?» La clarté est un cadeau pour vous et pour l'autre. Résultat, pas de frustration, pas d'abnégation, et vous n'avez pas le sentiment que vous vous sacrifiez alors que personne ne vous l'a demandé au passage. Alors, après tous ces témoignages, on va essayer de comprendre pourquoi on répète des comportements qui ne nous aident pas. Avant tout, il faut comprendre que notre cerveau est logique et qu'il va chercher à nous protéger de la souffrance en toutes circonstances. Sauf que s'il est mal programmé, il va quelquefois se tromper de décision et va choisir des comportements ou des pensées qui seront contre-productives. Il faut donc comprendre qu'on ne répète pas parce qu'on aime souffrir. On répète parce que le cerveau cherche le cohérent avec ce qu'il a appris plus tôt. Côté attachement, on parle de modèles internes, de petites cartes relationnelles encodées dans la mémoire émotionnelle. Elles répondent en fond d'écran à 3 questions. Comment obtenir de la sécurité? Comment l'autre répond quand j'ai besoin? Que vaut mon besoin? Si la carte est sécure, on peut demander, attendre, ajuster. Si elle est insécure, le système d'attachement bascule dans des stratégies automatiques pour gérer l'alarme. Ainsi, si on a un attachement insécure anxieux, donc une hyperactivation, on va scruter les signes, on va chercher la réassurance, on va combler les silences par des explications anxieuses. Ce n'est pas du drama, c'est une prévention du risque apprise très tôt. Si je relâche, je perds l'autre. Si on a plutôt un attachement insécure dit évitant, donc une désactivation, on va mettre à distance, on s'anesthésie, on privilégie le contrôle et l'autonomie pour éviter l'exposition émotionnelle. On va se dire que sentir, c'est se faire mal, donc on ressent moins. On s'approche, on se retire. Si on a un attachement insécure désorganisé, approche-fuite, les 2 circuits s'allument en même temps. On désire la proximité et en même temps on en a peur. La figure d'attachement a été à la fois rassurante et à la fois effrayante. Une sorte de trajectoire en dents de scie. On teste, on culpabilise, on se réapproche. Ces stratégies ne sont pas des traits de caractère, ce sont des réglages de sécurité. Elles deviennent problématiques quand elles se déclenchent hors contexte et vous font lire le présent à la lumière du passé. La deuxième théorie qui peut venir éclairer ces comportements, c'est la théorie des schémas de Jung. Quand ces stratégies s'activent hors contexte, c'est là que ça coince. On se surprend à lire le présent avec les lunettes d'hier. Et c'est justement là que la théorie des schémas de Jung apporte un vrai éclairage. Un schéma, ce n'est pas une idée en plus, c'est un réflexe complet. Des émotions, des images, des sensations, des croyances qui s'allument très vite. On parle de schéma dysfonctionnel précoce de développement. Il se forme quand certains besoins de base de l'enfant n'ont pas été suffisamment nourris. Besoin de sécurité, besoin d'affection, besoin d'autonomie, besoin de limites. Adultes, ces schémas colorent nos attentes, surtout en amour. Concrètement, on croise très souvent 6 schémas dans les relations, même s'il y en a beaucoup plus. Par exemple, le schéma d'abandon d'abord. Quand enfant, la présence des figures d'attachement a été imprévisible ou rythmée de promesses non tenues, l'adulte devient hyper vigilant.
au moindre délai, avec la peur de perdre l'autre dès que le téléphone se tait. Le schéma de carence affective, ensuite, par exemple, c'est de grandir dans une atmosphère peu chaleureuse ou peu empathique qui va laisser un réservoir affectif qui se vide petit à petit. On donne beaucoup pour recevoir peu et on se sent à sec, vide, même dans une relation. Le schéma de méfiance-abus s'enracine souvent dans un climat critique ou humiliant, parfois traumatique. Adulte, on attend le coup qui part, on garde l'armure, on baisse jamais la garde, même face à quelqu'un de fiable. Le schéma d'imperfection, de honte, naît quand l'amour a été plutôt conditionné pendant l'enfance, parsemé de comparaisons et de critiques. Plus tard, adulte, on érige un perfectionnisme défensif pour ne pas être démasqué. Comme si être simplement un être humain nous fait risquer le rejet. Vient aussi le schéma d'assujettissement. On a appris tôt que ces besoins gênaient. Adulte, on dit oui par réflexe, on s'efface, puis on bouillonne et on se fane. En thérapie, on réentraîne l'affirmation de soi en douceur. Une petite demande précise par semaine, une demande simple, une demande mesurable, répétable. Enfin, le schéma d'exigence élevée. Il va émerger souvent dans des milieux très performants ou très critiques. On met la barre très haut, on contrôle, on teste sans s'en rendre compte, ce qui épuise le lien. Un levier concret consiste à timeboxer, décider du temps, pas du parfait, et à lâcher 20% sans se justifier. Quand un schéma dysfonctionnel précoce de développement s'allume, le système passe en pilote automatique. 3 réflexes reviennent souvent. Soit on capitule, ça veut dire on rejoue la croyance du schéma comme si elle était vraie. Exemple pour le schéma d'abandon, je choisis quelqu'un d'indisponible et je tiens bon en espérant qu'un jour il se rende vraiment disponible. Soit on évite, on contourne tout ce qui pourrait réveiller la blessure. Pour le schéma méfiance-abus, j'intellectualise, je prends de la distance, je ne me montre pas vraiment pour ne pas risquer d'être humilié ou blessé. Soit on contre-attaque, on surcompense. On prend le contrôle pour ne pas se sentir vulnérable. Par exemple, pour le schéma honte-imperfection, j'élève mes exigences, je contrôle, je teste, je cherche le parfait pour ne pas être vu, tel que je suis. Maintenant, parlons de la chimie des schémas. Concrètement, ce qu'on prend pour de l'alchimie romantique est souvent une chimie des schémas. Le familier attire même s'il fait mal, parce qu'il résonne avec la carte apprise. Une personne stable et sécure peut paraître fade au début. Elle n'active pas l'alarme, donc n'alimente pas le scénario habituel. La chaleur tranquille demande parfois un petit temps de réglage pour devenir vraiment désirable. Et puis, important, ce n'est qu'un aperçu rapide de ces théories. Il existe 18 schémas au total. On fera une vidéo dédiée pour les parcourir si cela vous dit. Surtout, un schéma ne fait pas tout. Selon votre tempérament et votre histoire, il peut s'exprimer différemment. Avec un schéma d'abandon, certains craignent d'être quittés, d'autres prennent les devants et quittent dès que ça devient proche. Le schéma donne une tendance, mais c'est la rencontre entre carte interne et expérience de vie qui façonne le comportement adulte. Et ça, bonne nouvelle, comme vous le savez maintenant, ça se réentraîne. Alors, comment interrompre la boucle? Une fois ces schémas et ces styles d'attachement mis à jour, l'objectif est donc de vivre d'autres expériences. Sous alarme, c'est comme ça qu'on recable en douceur. Il faudra donc psycho-éduquer le système d'attachement, repérer l'hyperactivation, la désactivation et les lire comme des signaux, pas des ordres. Il faudra aussi réguler l'alarme, respiration, ancrage, auto-apaisement pour redonner la main au mode adulte sain. Il faudra aussi tester des réponses nouvelles, petites et répétées, demander clairement, différer un message impulsif, rester 5 minutes pour clarifier, poser une limite simple. Observez noir sur blanc que tous ces petits micro-gestes n'effondrent pas le lien et souvent l'améliorent. Prenez-en conscience. Multipliez les indices de sécurité dans la relation. Constance, cohérence, réparation après conflit, routine prévisible. C'est comme ça que le cerveau met à jour ses cartes. En résumé, on s'en libère en combinant compréhension, je vois et je comprends le fonctionnement, régulation, je calme l'alarme, expérience correctrice, je fais autrement, petit à petit, mais souvent, et cohérence relationnelle. Je choisis des contextes qui nourrissent la bonne sécurité. À force de répétition inversée, la boucle se recable et la sécurité saine redevient familière. La boîte à outils à mettre en place tout de suite. Respirez et différez. Quand ça s'active, faites 4 cycles de respiration, puis différez votre réponse de 10 à 30 minutes. Dire « je »
Quand je n'ai pas de nouvelles, je me raconte et je n'interprète pas le comportement de l'autre. Restez 5 minutes de plus. Si vous fuyez d'habitude, restez juste un peu plus pour nommer une émotion. Demandez petit. Une demande simple et claire vaut mieux que 10 tests implicites. Notez. Quand vous observez un signal, cohérence, constance ou flou répété, écrivez-le. Votre cerveau sera moins piloté par l'émotion du moment. Voici un mini-test de repères personnels, inspiré des schémas, pour vous permettre non de vous diagnostiquer, mais de repérer des comportements ou des croyances qui pourraient vous aider dans votre quotidien. Ça va vous donner quelques pistes dans votre réflexion. Lisez chaque phrase et cochez soit souvent, soit parfois, soit rarement. On commence. Quand l'autre tarde à répondre, je pense vite qu'il s'éloigne. Quand la relation devient plus proche, j'ai besoin de prendre mes distances. J'alterne souvent envie de proximité et envie de fuir. Dire clairement ce dont j'ai besoin me gêne ou me fait peur. Là, on était dans le bloc de l'attachement. Passons au bloc schéma. J'ai souvent le sentiment que les autres finiront par partir. Même quand je donne beaucoup, je ne me sens pas vraiment nourrie affectivement. Je me dis souvent que si on me voit telle que je suis, on me rejettera. Je dis oui alors que j'aimerais dire non. Je me mets la barre très haut pour me sentir acceptable. Je choisis souvent des personnes indisponibles, émotionnellement ou concrètement indisponibles. Alors, petite lecture éclair de vos réponses. Beaucoup de souvent, dans les 4 premières questions, c'est peut-être un style d'attachement insécure qui se manifeste. Beaucoup de souvent, dans les dernières questions, peut exprimer des schémas précoces qui sont peut-être activés comme de l'abandon, de la carence, de la honte. Attention, ce n'est pas un diagnostic, c'est juste des pistes d'entraînement pour la semaine. Poursuivons sur une note active. Voici votre rituel simple pour 7 jours. Choisissez une situation où vous vous êtes activé. Silence, retard, désaccord avec quelqu'un. Écrivez ce que vous ressentez dans le corps. Notez la pensée automatique, il s'éloigne, par exemple. Devinez le schéma probable, abandon, carence, honte. Formulez une phrase adulte sain, c'est-à-dire « je peux demander de la clarté sans m'accuser ». Posez une micro-action cohérente dans les 48 heures. Demandez, différez, restez 5 minutes ou posez une limite. Répétez 2-3 fois dans la semaine. Vous êtes en train de reprogrammer en douceur. Pour terminer, il faut retenir que vous ne répétez pas parce que vous aimez souffrir. Vous répétez parce que votre système cherche la sécurité avec les cartes qu'il a reçues. Le travail, c'est garder vos forces, votre sensibilité, votre envie de lien et changer ce qui vous enferme. Un pas de clarté, un pas de limite, un pas de présence à soi et de manière répétée. Au fond, ce sujet est plus complexe qu'il n'y paraît. Il est ancien, fait d'automatismes encodés très tôt. Et comme tous les automatismes, ils sont difficiles à voir de l'intérieur. Il est difficile de les transformer seuls. On peut avancer par soi-même, bien sûr. Mais s'appuyer sur un regard extérieur bienveillant accélère tout. Ça met des mots, ça cadre, ça propose les bons exercices au bon moment. C'est exactement ce qu'on fait chez Let's Talk, des psychologues formés à la psychothérapie et qui vont vous aider à cartographier vos schémas et votre style d'attachement, puis à construire un plan simple et concret. Un peu de régulation, respiration, ancrage, un peu de micro-expression correctrice, des limites claires et des outils pour mettre à jour vos cartes relationnelles. Vous n'avez pas à faire ça seul. Si ce que vous venez d'entendre vous parle, n'hésitez pas à aller échanger avec un psychologue de Let's Talk. On peut faire le point ensemble, repérer 2-3 schémas dominants et pourquoi se lancer en thérapie, clair, mesurable, à votre rythme. Prenez soin de vous et on en parle sur Let's Talk.